Hal est un fermier solitaire, un vrai perdant. Soudain, toutes ses statistiques sont au maximum, et après avoir cultivé la plus grosse carotte de la ville, toutes les filles veulent sa carotte. Un jour, après avoir sauvé la princesse d'une attaque du roi démon, elle commence à goûter sa carotte chaque jour. Un matin, alors qu'il se rendait à la capitale pour vendre ses légumes, Hal remarqua un groupe d'aventuriers en difficulté face à un dragon. Voulant leur donner une chance de s'échapper, il intervint pour distraire la bête monstrueuse. Il lui lança une carotte, et à la surprise générale, elle explosa à l'impact. C'est là qu'Hal réalisa qu'il pourrait bien être l'un des dieux réincarnés. Sans dire un mot, il remonta sur son chariot et continua son chemin, laissant les aventuriers perplexes face à leur mystérieux sauveur. Quand Hal arriva à la capitale, il finit par arrêter un homme encapuchonné qui tentait de s'enfuir avec une femme séduisante sur son cheval. Parce que, les gars, il voulait lui offrir une balade sur son cheval personnel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Agacé, l'homme tenta de taillader Hal avec une petite lame, mais les réactions vives d'Hal lui permirent d'esquiver chaque coup et de faire tomber l'arme de sa main. Tandis que les gardes emmenaient le criminel, la jeune femme s'approcha d'Hal pour lui montrer sa gratitude, mais il lui dit que ce n'était rien et s'enfuit. Exactement comme vous, les gars, qui fuyez devant votre coup de cœur. Émotionnel. Zut alors. Plus tard, alors qu'Hal quittait la ville, la même fille séduisante le retrouva. Elle se présenta comme Faux, la première princesse du royaume de Magus, et lui offrit un poste au palais royal. Hal refusa. Alors elle tenta de le persuader en lui proposant un lopin de terre près de la capitale. Curieux, Hal demanda pourquoi elle s'efforçait tant de le recruter. « Je pense, les gars, que c'est pour ça qu'il est célibataire. » Puis Fal expliqua que l'homme qu'il avait vaincu avait un niveau de puissance d'environ 500. Comme Hal ne comprenait pas, elle décrivit brièvement comment la force des gens ordinaires se comparait à celle des combattants, comme les aventuriers, les chevaliers et les héros, n'est-ce pas ? Quand elle demanda à vérifier les propres chiffres d'Hal, les aventuriers qui l'avaient aidé plus tôt firent leur apparition, attirant l'attention de tous. Ils rapportèrent que quelqu'un d'autre avait terminé leur mission et racontèrent aux gardes ce qui s'était passé avec le dragon. Fal comprit rapidement qu'Hal était celui qui les avait sauvés. Mais au moment où elle se retourna pour lui parler, il s'éloignait déjà sur son chariot. Un agent arriva en hâte et dit à Fool qu'elle était appelée au palais. Quand elle arriva, le chevalier annonça qu'une horde de créatures se rapprochait de la ville. Cela choqua tout le monde, car démons et humains avaient un traité de paix. Tandis que le roi tentait de comprendre ce qui se passait, Cécile, général en chef de l'armée, déclara avoir lié les étranges incidents du jour à Roméo, un ancien commandant qui nourrissait toujours une rancune tenace envers les humains. Cécile pressa le roi et Fal de partir avant que la horde ne les atteigne. Après de nombreuses supplications pour que le vieux souverain emmène sa fille protégée et s'échappe, il accepta finalement de fuir. Hal venait juste de rentrer chez lui. Il était sur le point de se détendre quand Testa, son ami d'enfance, frappa à sa porte pour le prévenir des créatures. Hal se précipita sur ses terres pour vérifier ses champs et se relaxer, constatant que rien n'avait été détruit. Puis il aperçut la horde au loin, alors il se cacha derrière un arbre et les regarda marcher vers la cité royale, ignorant tout ce qui se trouvait à proximité. Au début, Hal avait prévu de ne pas s'en mêler. Mais une fois qu'il réalisa que la chute de la capitale ruinerait son commerce agricole, il comprit qu'il n'avait d'autre choix que d'intervenir et de jouer les Superman à nouveau. Dans la forêt, le roi et Fal étaient guidés par Cécile et des chevaliers. Quand ils atteignirent une impasse, Fal suggéra de faire demi-tour. Mais Cécile dit que tout allait bien et insista sur le fait que c'était là qu'il devait être. L'instant d'après, il se retourna contre le roi et l'attaqua. Les chevaliers tentèrent de riposter, mais Cécile les abattit facilement. Puis, il se lança dans un discours de méchant et se transforma, révélant qu'il était le démon Roméo déguisé. Roméo expliqua que, contrairement au roi démon, qui avait voulu anéantir le royaume, il prévoyait de prendre le contrôle en se faisant passer pour le roi humain. Il lança le sort sur Fool et le roi, mais le roi le bloqua avec plusieurs cercles magiques. Parce qu'il était blessé, il ne put maintenir la barrière longtemps, alors Fool copia le sort et le renforça. Même avec leurs pouvoirs combinés, ils luttaient pour repousser l'attaque de Roméo, et la force du démon commença à submerger leur défense. Juste au moment où Roméo était sur le point de se réincarner dans un autre monde, Hal apparut soudain avec sa houe et brisa la magie. Roméo, stupéfait, se précipita sur Hal, mais Hal arrêta son épée d'une main, puis le saisit et le projeta contre une falaise. Furieux, Roméo adopta sa forme finale, puisant l'énergie des créatures proches et se transformant en son véritable corps démoniaque. Avant qu'il ne puisse frapper, cependant, Hal prouva qu'il était le Superman et le désactiva, comme un PC. Quand les créatures virent Roméo tomber, elles paniquèrent et se dispersèrent. Le lendemain, la famille royale remercia Hal et lui accorda 33 000 unités de champ, à condition qu'il s'inscrive également auprès du groupe d'aventuriers. Le lendemain, il s'y rendit avec Fal, qui cachait son statut en s'habillant comme une fille de la ville ordinaire. Avant d'entrer, Fal lui dit de garder son passé secret et de l'appeler Philia tant qu'il serait là. Gardant cela à l'esprit, Hal entra dans le hall. Le chef de l'association le salua et le conduisit au comptoir pour commencer son inscription.
Au moment où Hal se présentait à Hélène, la greffière, son estomac gargouilla bruyamment. Hélène lui tendit une tarte et une fois qu'il eut fini de manger, elle commença à lui poser des questions et la première question fut « Quelle est la taille de votre épée ? Arrêtez. Faites-vous aider ?» Pendant qu'il répondait, le groupe qu'il avait sauvé de cette énorme bête volante entra. Ils remarquèrent Hal et dirent que c'était lui qui l'avait vaincu. Les autres membres à proximité commencèrent à chuchoter à son sujet, mais Hal tenta de minimiser la chose, ils louèrent sa force, lui dirent leur nom et affirmèrent qu'ils pouvaient compter sur eux comme ses aînés s'il avait besoin d'aide. Après leur départ, Hélène dit à Hal que puisqu'il venait de devenir aventurier, il commencerait au rang G. Elle lui donna une feuille de quête listant les éléments pour sa première mission, ainsi que de brèves notes sur les monstres de cette zone et comment les éviter ou les vaincre. Avant de l'envoyer, Hélène lui tendit une robe enchantée pour augmenter le pouvoir de celui qui la portait. Hal la remercia, puis quitta la guilde avec Fowl. Quand il dit qu'il se dirigeait directement vers sa quête, Fowl se sépara et suivit son propre chemin. Plus tard ce jour-là, alors qu'il collectait les objets de sa liste, Hal aperçut une étrange écaille. Contrairement à tout ce qu'il avait vu, alors qu'il tentait de comprendre de quelle créature elle provenait, une orque femelle en chaleur lui sauta soudainement dessus. Et seul Dieu, les gars, et moi savons ce qui s'est passé là. Juste avant que les choses ne deviennent vraiment maudites, Jake intervint, tua l'orque et tira Hal en sécurité. Luke et Lameya arrivèrent peu après, et, une fois qu'ils eurent entendu ce qui avait failli se passer, ils plaisantèrent en disant qu'Hal avait un talent pour attirer les monstres plutôt que les jolies filles. Quand les taquineries cessèrent, Hal leur montra l'écaille qu'il avait trouvée. Ils échangèrent des suppositions sur le monstre auquel elle appartenait, mais ne purent se décider. Alors ils convinrent de retourner vers la ville. Juste au moment où ils allaient bouger, cependant, une aura lourde et terrifiante les enveloppa. La pression était si intense qu'ils se figèrent tous, tandis que la créature derrière elle passait lentement. Hal se força à bouger suffisamment la tête pour vérifier ses statistiques, et les chiffres qu'il vit le firent frissonner. Le lendemain matin, Hélène parlait avec une femme âgée à la guilde quand Hal entra et dit qu'il avait un rapport urgent. Elle l'emmena au bureau du maître de guilde, où Hal et les autres décrivirent leur rencontre dans la forêt. D'après son évaluation, la puissance d'attaque du monstre était d'environ 230 000, assez pour anéantir la ville s'il attaquait. Quand Luke prononça le nom de la créature, le dragon malveillant Ouroboros, le maître de guilde et Hélène furent tous deux stupéfaits. Jake suggéra de fermer la forêt pour l'instant et posa l'écaille sur le bureau comme preuve. Au moment où Hélène la regarda, des souvenirs affluèrent, courant à travers une forêt avec son jeune frère, puis, le voyant se faire dévorer par un Ouroboros, alors que la scène atteignait ce point, elle s'effondra. Plus tard, tandis qu'Hal parlait avec la femme âgée nommée Wan, il apprit qu'Hélène ne se souvenait pas de son enfance. La femme et son mari avaient trouvé Hélène inconsciente au bord d'une rivière et l'avaient recueillie. Elle supposa qu'Hélène avait rencontré un Ouroboros à l'époque et en entendre parler maintenant avait ravivé ses souvenirs. Après avoir entendu cela, Hal décida de fouiller son passé. Il dit qu'il vérifierait la bibliothèque pour des registres datant de l'époque où Hélène avait été trouvée. Émue par sa détermination, la femme s'éloigna et revint avec quelques potions de récupération, lui demandant de les prendre comme paiement puisqu'elle aussi voulait connaître la vérité sur le passé d'Hélène. Alors qu'Hal sortait de la guilde, un facteur nommé Rick l'arrêta et lui remit une note de sa mère, faisant se demander à Hal comment ce type l'avait retrouvé. Plus tard, aux archives, Hal demanda à la bibliothécaire s'il pouvait consulter les registres d'incidents de l'époque où Hélène avait été trouvée. Elle dit que seules des personnes spécifiques pouvaient consulter ces documents, et il était sur le point de commencer à supplier quand Fall entra, demanda l'accès pour lui, et la bibliothécaire accepta. Hal fouilla les étagères jusqu'à ce qu'il sorte le bon dossier. Il était indiqué qu'une colonie près de l'endroit où Hélène avait été découverte avait été complètement effacée. Des témoins dirent que l'endroit n'était que débris brisés, et le seul signe de l'attaquant était des coquilles d'Ouroboros éparpillées. Fowl expliqua qu'Ouroboros était une créature qui restait en vie en se nourrissant de la misère et des terres ruinées. On croyait qu'il avait disparu après avoir combattu son ennemi naturel, le dragon sacré Mirage, mais puisqu'il était réapparu, elle et Hal comprirent que les anciens registres ne disaient pas toute la vérité. Avec cet indice, Hal choisit de se rendre à la colonie en ruine, et Fowl l'accompagna. Le lendemain, ils atteignirent les ruines. Pendant qu'il vérifiait la zone pour tout indice de ce qui s'était passé, Hal entendit quelqu'un l'appeler. Il suivit le son et tomba sur un enfant qui se tenait là. Tandis qu'Hal parlait avec l'enfant, Fall le regarda, perplexe, et demanda à qui il parlait. C'est alors qu'Hal comprit et réalisa que l'enfant était un fantôme. L'enfant se présenta comme Rai et dit qu'il était coincé, attendant quelqu'un qui pourrait l'entendre. Il demanda où Hal avait obtenu sa cape. Et Hal répondit qu'Hélène la lui avait donnée. Rai se détendit et révéla que la cape avait été la sienne de son vivant. Après avoir entendu cela, Hal posa une partie de la cape sur le dos de Fowl. Au début, la princesse pensa qu'il essayait de la draguer, mais quand Hal désigna Rai, elle paniqua, parce que la cape avait autrefois appartenu à Rai. Quiconque la portait pouvait voir et parler avec son esprit. Hal demanda à Rai qui il était vraiment, et Rai donna la réponse en disant qu'il était le petit frère d'Hélène.
Hal fut choqué car Hélène ne se souvenait de rien de ses premières années. C'est alors que Ray les avertit qu'Hélène était en réel danger. Pour expliquer, il les ramena à un événement survenu il y a 15 ans. Cela commença comme une journée tranquille. Ray jouait simplement quand Hélène apparut pour l'appeler pour le déjeuner. Elle le surprit, il trébucha, et elle passa instantanément en mode grande sœur surprotectrice. Pendant qu'il essayait de la repousser, cette énergie sombre et effrayante arriva, et boum, Ouroboros apparut et se déchaîna sur le village. Les deux se précipitèrent chez eux, priant pour retrouver leurs parents, mais au lieu de cela, ils tombèrent sur Ouroboros, et seuls quelques villageois avaient réussi à s'échapper. Un enfant courageux s'avança pour défendre sa famille, mais Ouroboros s'en moquait. Il dit qu'il haïssait l'espoir, le qualifia de poison, et voulait l'éradiquer complètement. Raya dit à Hélène qu'il devait s'échapper. Elle ne voulait pas croire que leurs parents étaient partis, mais Raya lui dit de se ressaisir. Ils coururent, mais Hélène ne put suivre et s'effondra. Ouroboros s'approcha d'elle, prêt à la dévorer vivante, mais Ray lança sa dague droit dans l'œil de la bête pour l'arrêter. Pendant une seconde, il fut fier d'avoir réellement blessé la créature. Mais Ouroboros guérit instantanément et tourna sa rage contre Ray. Hélène le supplia de fuir, mais Ray resta ferme et fut gravement blessé. Hélène courut vers lui, pleurant, le serrant alors qu'il saignait. Ouroboros resta là, savourant son chagrin comme un spectacle. Il lui dit qu'il la laisserait vivre, mais seulement pour pouvoir revenir dans 15 ans et en finir avec elle et ses futurs amis pour de bon. Alors que Raya mourait, il jura qu'Ouroboros ne toucherait plus jamais Hélène. Mais le monstre avait d'autres plans. Il dit qu'il laisserait l'âme de Raya derrière lui, juste pour le faire regarder Hélène souffrir plus tard. Puis, tout simplement, Ouroboros disparut, laissant Hélène brisée et seule avec son frère dans ses bras. Au présent, Ray expliqua qu'Ouroboros n'était rien de plus qu'une bête meurtrière et tordue. Le dragon passa des années à détruire des villes et à ne laisser qu'un seul survivant pour semer la peur. Ray dit qu'après sa mort, une partie de l'esprit d'Ouroboros s'était glissée en lui, lui permettant d'apprendre comment le dragon devenait plus fort en se nourrissant des émotions négatives des gens. Maintenant qu'Ouroboros s'était réveillé à nouveau, il venait pour Hélène et tous ceux qui lui étaient proches. Ray supplia Hal de la protéger, mais Hal dit que même un héros ne pouvait vaincre Ouroboros. Ray lui dit alors que s'il coupait la peur et la misère, le dragon survivrait. Il pourrait l'affaiblir suffisamment pour riposter. Hal accepta, et avant de partir avec Fowl, Ray lui demanda de transmettre un message à Hélène. Quand ils retournèrent à la capitale, Fowl s'occupa de l'évacuation pendant qu'Hal cherchait Hélène, mais Hélène était déjà partie, se dirigeant vers la forêt. Ses souvenirs étaient enfin revenus, et elle croyait pouvoir affronter Ouroboros seule. Le dragon se moqua d'elle, la traitant de folle et la blâmant pour la mort de Ray. Il lui dit que toute la capitale mourrait aussi à cause d'elle. Désespérée, Hélène le supplia de les épargner. Plus elle plaidait, plus elle se sentait désespérée, et Ouroboros s'en nourrissait. Essayant de sauver tout le monde, Hélène offrit sa propre vie. Mais Ouroboros lui dit que cela n'avait pas d'importance, car ils mourraient tous de toute façon. Brisée, elle leva sa dague pour mettre fin à sa vie, et le dragon la poussa à en finir. Juste avant qu'elle ne puisse, Hal entra comme Superman et l'arrêta. Ouroboros devint furieux et repoussa Hal d'un coup, mais la cape d'Hal amortit le choc. Il se releva rapidement et frappa le dragon au visage, le faisant reculer un instant. Ouroboros admit qu'il ne s'attendait pas à cela, mais rappela à Hal qu'il était encore bien plus faible que lui. Hal promit à Hélène de la protéger, ce qui déclencha un souvenir. Ray lui avait autrefois dit la même chose. Hal s'avança alors pour affronter Ouroboros. Le dragon grogna et lança une attaque, mais Hal continua d'esquiver tout avec un timing parfait. Même quand Ouroboros cracha des flammes. Hal ne recula pas, il tint bon. Hélène, regardant avec peur, supplia Hal de fuir. Elle commença à parler comme l'un de ces personnages secondaires créés juste pour faire avancer l'histoire. Hal n'en voulait pas. Il la saisit et s'enfuit, lui disant d'arrêter de penser comme ça car il n'avait aucune intention de la laisser mourir. Il lui rappela aussi que le passé, ce qui s'était passé il y a 15 ans, n'était pas de sa faute, mais elle se blâmait toujours. Agacé, Hal lui dit de se taire une seconde pour qu'il puisse partager le message que Ray lui avait donné. En entendant les mots de son frère, Hélène eut une vision de lui souriant, comme au bon vieux temps. Elle comprit, elle accepta enfin la vérité. Hal essayait de lui faire voir que l'espoir était le seul moyen de vaincre Ouroboros. Soudain, la lumière déchira les nuages sombres et Ouroboros paniqua, criant à Hal d'avoir tout gâché. Hal riposta, disant que les pouvoirs du dragon s'affaiblissaient parce qu'Hélène n'avait plus peur. Juste après cela, la lumière frappa Ouroboros, et il hurla de douleur. En colère, le dragon plongea sur Hal, mais le garçon de ferme le surprit avec un uppercut net, le mettant KO. Hélène se précipita pour vérifier Hal, mais de nulle part, elle le poignarda. C'est pourquoi les gars, vous ne devriez jamais faire confiance aux filles. Choqué, Hal tendit la main vers une potion de guérison, mais ses mains tremblèrent et il la renversa. Hélène se moqua de lui et passa en mode slasher complet, le lacérant comme une maniaque possédée. Hal esquiva tout. Quand elle s'arrêta enfin, Hal demanda ce qui n'allait pas chez elle, ne réalisant pas que quelque chose avait changé dans ses yeux.
Alors qu'il tentait de guérir avec de la magie, Hélène chargea de nouveau. Avant qu'elle ne puisse porter un coup, Mirage intervint et la bloqua. Mirage dit à Hal de rester concentré et révéla la vérité. Hélène n'était pas aux commandes. C'était Ouroboros qui tirait les ficelles. Le dragon n'était pas ravi d'être exposé et commença à fulminer. Mais Mirage le coupa. Puis, se tournant vers Hal, Mirage lui offrit un cadeau, son propre pouvoir de régénération, et lui dit de l'utiliser pour riposter. Après avoir pris le pouvoir de Mirage, la blessure d'Hal se referma rapidement, mais Mirage s'affaiblit et s'effondra. Avant de s'évanouir, il dit à Hal que la seule façon de sauver Hélène était de purifier Ouroboros complètement. Immédiatement, le dragon commença à narguer Hal, lui demandant s'il blesserait sérieusement Hélène, juste pour l'arrêter. En réponse, Hal la frappa en plein estomac, prenant complètement Ouroboros au dépourvu. Il ne s'attendait pas à ce qu'Hal frappe Hélène sans hésitation. Quand il le questionna, Hal dit simplement que ses yeux demandaient silencieusement Saou. « Désolé les gars, ses yeux ont besoin d'aide. » Pensant qu'Hélène était enfin libre, Hal lui tendit la main. Mais dès qu'elle la saisit, Ouroboros tenta de sauter dans le corps d'Hal. À sa grande surprise, son esprit était rempli de nouveaux résumés d'animes vidéo. Alors après cette vidéo, vous devriez regarder toutes les vidéos. Et les gars, en réalité, dans l'esprit d'Hal, il n'y avait rien d'utile, juste l'agriculture, pas de rage, pas de peur, rien que le dragon puisse utiliser. Sans rien à quoi s'accrocher, la prise de contrôle échoua. Tandis qu'Ouroboros tentait de comprendre ce qui n'allait pas, Mirage retrouva juste assez de force pour porter le coup final. Avant de disparaître pour de bon, il remercia Hal, maintenant inconscient, d'avoir mis fin au cauchemar. Plus tard, Hal se réveilla à la clinique de la guilde avec Fowl et Hélène à ses côtés, jouant le rôle d'infirmière. Fowl le vérifia, puis le serra fort, lui offrant le meilleur réconfort de cette planète, mais se retira rapidement une fois qu'elle réalisa qu'elle était beaucoup trop collante. Hal demanda ce qui était arrivé à Ouroboros, et Hélène lui dit que Mirage l'avait purifié juste avant de disparaître. Fowl fut choquée, elle pensait que Mirage n'était qu'une légende. Hal expliqua ce qui avait déclenché son apparition, et ensuite demanda à Hélène s'il y avait des séquelles d'avoir été possédée. Hélène admit que si le dragon était parti, elle avait toujours ses pouvoirs. Quand ses bras se transformèrent devant eux, Hal et Fowl paniquèrent tous deux. Mais Hélène n'avait pas peur. Elle dit qu'elle prévoyait d'utiliser son nouveau pouvoir pour protéger les gens. Puis elle se tourna vers Hal, le remerciant d'avoir transmis le message de Rai. Avec un sourire chaleureux, elle dit qu'elle vivrait heureuse en allant de l'avant pour honorer le frère qui avait tout donné pour elle. Hal lui rendit son sourire, mais le moment fut écourté quand Fowl interrompit, demandant pourquoi il se faisait ces regards. Tous deux le nièrent aussitôt, ce qui rendit Fowl secrètement heureuse. Elle n'était clairement pas d'humeur à partager Hal. Puis, Hélène se tourna vers Fowl et lui demanda qui elle était vraiment et quelle était sa relation avec Hal, puisque son épingle à cheveux avait si bien caché son identité. La question les prit au dépourvu, mais Fowl se ressaisit habilement et dit qu'elle était le coup de cœur d'enfance d'Hal. À ce moment-là, tous les maîtres de guilde, Jake, Luke, Lamia et Wan, firent irruption dans la pièce. Ils étaient totalement paniqués à propos d'Hal et Hélène, alors les voir tous les deux sains et saufs fut un immense soulagement. Tout le monde commença à parler en même temps, jusqu'à ce que l'un d'eux crie au groupe de se calmer. Hal avait encore besoin de se reposer. Hal leur dit qu'il allait bien, et se leva même pour le prouver. Voyant cela, Jake sourit et dit qu'il était temps de célébrer leur victoire sur Ouroboros, et déclara que le maître de guilde couvrirait les frais, mais il dit qu'il est plus riche qu'Elon Musk. Le vieil homme protesta immédiatement, disant qu'il n'était pas fait d'argent. Mais les autres lui dirent d'arrêter d'être avare, lui rappelant que le palais les paierait grassement pour avoir vaincu le dragon. Sur ce, Fowl mentionna nonchalamment qu'ils obtiendraient la récompense, ce qui fit que toute la pièce s'arrêta, l'air perplexe. Réalisant sa gaffe, Fowl fit rapidement marche arrière et changea de sujet, avec une certaine gêne. Heureusement, personne ne posa de questions, et tous se dirigèrent vers le salon pour lancer la fête. Pendant la célébration, Fowl prit Hal à part et lui avoua qu'elle avait été extrêmement inquiète durant tout le temps où il affrontait Ouroboros. Mais le voir tenir bon, même quand tout était contre lui, l'avait inspiré à continuer de se battre pour son peuple. Non loin de là, Hélène exhibait ses nouveaux pouvoirs de dragon, les transformant en tours de fête amusants, au grand amusement de tous. Quelques jours plus tard, Hal était de retour à sa ferme. Lui et Testa rentraient à la maison après la récolte, quand Riex arriva en courant avec une lettre du père d'Hal. La lettre était simple. Son père lui demandait comment il allait et l'invitait à venir lui rendre visite pour un temps. Après avoir entendu ce qu'elle disait, Testa demanda quand Hal avait vu ses parents pour la dernière fois. Hal avoua qu'il ne s'en souvenait honnêtement plus du tout. Testa lui lança un regard et déclara qu'il était officiellement le pire fils de toute l'histoire des animes. Hal dit à Testa qu'il irait certainement voir ses parents, mais seulement après avoir éliminé tous les méchants autour de lui. Pardon les gars, il voulait dire les quêtes qu'il avait en attente. Plus tard ce jour-là, en se dirigeant vers la guilde, il s'arrêta à un stand de tomates et en acheta. Au moment où il en goûta une, il eut un véritable coup de foudre culinaire. Curieux, il demanda au vendeur d'où elle provenait exactement. L'homme dit qu'elle venait de l'Urigas et sur le champ, Hal s'élança.
Il arriva à la guilde et demanda à Hélène si elle pouvait réaffecter sa quête à quelqu'un d'autre, car il prévoyait de rendre visite à ses parents à Lurigus et, pourquoi pas, d'en profiter pour prendre de l'engrais. Hélène le surprit en disant qu'elle prendrait le relais. Elle expliqua qu'elle avait fait des quêtes plusieurs fois par semaine et avait maintenant atteint le rang F. Elle appréciait d'utiliser ses nouveaux pouvoirs pour anéantir les monstres. Al fut impressionné et Hélène lui dit qu'il pouvait se détendre pendant son absence. Alors qu'Al quittait la guilde, il tomba sur Fowl. Dès qu'elle entendit qu'il se rendait chez ses parents, elle insista pour l'accompagner absolument. Mais avant qu'elle ne puisse finir, Al était déjà parti, disparu plus vite qu'elle n'aurait pu cligner des yeux. Alors qu'il traversait la forêt en direction de Lurugus, Al rencontra un orc. Au début, il pensa qu'il voulait juste parler, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il en voulait à quelque chose de tout à fait différent. Al tenta de fuir, mais ne put s'échapper. Juste au moment où les choses s'annonçaient vraiment mal, une jeune fille aux cheveux bleus, nommée Ruri, apparut et trancha l'orque comme si de rien n'était. Secoué, Al remercia Ruri de l'avoir sauvé de ce qui aurait été un véritable cauchemar. Ruri, curieuse, lui demanda pourquoi il errait dans les bois sans renfort. Al lui dit qu'il était encore nouveau dans l'aventure, bien que, pour une raison ou une autre, il semblait attirer les orques pervers, ce qui était assez étrange. Ruri le taquina, disant qu'il devait simplement être leur type. Elle se présenta ensuite, et après un petit échange, demanda où il se dirigeait. Quand Al dit Lurugus, elle s'illumina, elle y allait aussi et proposa de l'escorter. Al eut l'air mal à l'aise. Il fit remarquer que, puisqu'ils étaient des étrangers et même pas du même sexe, cela semblait un peu étrange. Ruri lui fit un sourire effrayant et le prévint que s'il tentait quoi que ce soit de drôle, elle lui couperait la tête sans hésiter. Al tressaillit. Voyant sa réaction, Ruri rit et dit qu'elle plaisantait seulement. De plus, elle n'était pas assez mignonne pour que les gars la draguent. Al cligna des yeux et demanda si ses yeux étaient cassés car elle lui semblait vraiment très jolie. Je crois que mon gars a maximisé tout son jeu de séduction, là où on ne peut pas avoir une seule petite amie. Ruri rougit au compliment d'Al et le remercia, disant qu'il était juste poli. Al tenta de le nier, mais elle lui lança un regard perçant qui le fit taire instantanément. Alors qu'ils marchaient vers l'Erugus, un bruit soudain les fit s'arrêter et se mettre en garde. À leur surprise, ce n'était que Riex qui venait leur remettre une lettre de la mère d'Al. Al n'arrivait pas à croire que c'était John Cena. Désolé les gars, je veux dire que c'est Riex qui l'avait suivi cet automne. Mais le gars a dit que ça faisait partie du travail. Après le départ de Rix, Ruri demanda si c'était sérieux. Al haussa les épaules et dit non, lui montrant un tas de lettres non ouvertes de sa mère. Il plaisanta en disant qu'une des raisons de rentrer chez lui était de la faire arrêter d'agir comme une fan folle. Son objectif principal était de prendre de l'engrais, mais il finit par divaguer sur les tomates et la façon de les cultiver. Ruri eut du mal à suivre jusqu'à ce qu'Al réalise qu'il la submergeait et s'excusa rapidement. Il demanda ensuite si sa famille était aussi collante. Ruri répondit calmement que non. Il ne prenait pas vraiment de ses nouvelles, ce qui était assez différent. Al fut surpris et demanda pourquoi, mais elle écarta la question et commença à installer le camp, sortant du matériel de son sac. Al fut stupéfait de tout ce qu'elle avait emballé et Ruri expliqua que c'était une poche de Doraemon, en gros, un monde de poches. À ce moment-là, l'estomac d'Al rugit, alors elle lui prépara un repas. Après avoir mangé, il suranalysa la nourriture comme un critique gastronomique. Curieux, il demanda pourquoi elle se dirigeait vers Lurigas. Avec tant de détermination, Ruri expliqua qu'elle s'entraînait et avait pris une mission secondaire après avoir entendu que des démons attaquaient la ville. Al demanda plus de détails, mais elle dit qu'il n'y en avait pas. Il fit remarquer à quel point cela semblait risqué et dangereux. Ruri haussa les épaules et dit que c'était son devoir, elle descendait d'un héros. Al fut choquée mais pensa toujours que c'était trop à gérer seule. Son inquiétude la surprit, mais elle le remercia et dit qu'elle irait bien, sans problème. Puis elle se leva et dit qu'il était temps de se reposer. Alors qu'Al essayait de s'allonger près du feu, elle l'arrêta. Ruri dit à Al de venir s'amuser dans la tente, mais il refusa maladroitement, tel un mâle Sigma avec une certaine gêne. Puis elle avertit nonchalamment que s'il restait dehors, des orques pourraient venir pour son innocence. Terrifié, Al se précipita dans la tente sans hésitation. « Et les gars, cette nuit-là, seul moi et Dieu savons ce qui s'est passé, mais je vous ai donné un indice. » Dans ce jeu, seulement 69 manches furent jouées. Le lendemain matin, après avoir atteint Lurugas, Ruri laissa entendre qu'elle aimerait le revoir. Al lui demanda si elle accepterait d'être son escorte pour le voyage de retour, ce qui serait très agréable. Elle était ravie et esquissa même une petite carte montrant où elle logerait, juste au cas où il aurait besoin de la retrouver. Après s'être séparés, Ruri commença à chercher des informations sur les attaques de démons dont elle avait entendu parler, mais personne en ville n'avait rien vu de suspect. Elle trouva cela étrange mais n'était pas prête à abandonner. Si elle arrêtait maintenant, tous ceux qui disaient qu'elle n'était pas faite pour ça auraient raison. Juste à ce moment-là, une femme hurla à proximité. Ruri accourut et apprit qu'un groupe de démons avait kidnappé sa sœur. Elle demanda par où ils étaient partis, et la femme désigna la forêt de l'illusion. Ruri partit sans hésiter une seconde, jurant de sauver la jeune fille. À son insu, quelqu'un observait depuis les ombres, avec une intention cachée. Pendant ce temps, Al était arrivé chez ses parents. Avant qu'il ne puisse frapper, sa mère, Lutia, déboula par la porte, le plaqua dans une étreinte et courut à travers la ville avec lui dans ses bras avant de s'écraser contre leur propre mur. Complètement essoufflée, Al était écrasée dans ses bras tandis qu'elle sanglotait à quel point il lui avait manqué.
Juste à ce moment-là, son père sortit, supposa qu'Hal était un inconnu flirtant avec sa femme, et lui donna un coup de poing. Cela lui valut une correction de sa femme, qui le traîna à l'intérieur et le réprimanda pour avoir attaqué leur fils. Au dîner, Lucia offrit à Hal un festin complet de ses plats préférés, tandis que Giles se vit servir un repas brûlé en guise de punition. En mangeant, Hal fit une gaffe et mentionna Rory, ce qui rendit sa mère immédiatement méfiante. Giles plaisanta en disant qu'une petite amie canon ne serait pas si mal, et Lucia le frappa avec une prise de catch. Hal, paniqué, clarifia rapidement que Rory l'aidait juste, et qu'il était toujours totalement célibataire, tout comme certains d'entre vous, qui naissent célibataires et meurent célibataires. Le lendemain, après avoir acheté son engrais, Hal fut piégé et entra dans la forêt de l'illusion, par le même homme qui espionnait Rory. En errant dans les bois, Hal rencontra la même femme que Rory avait sauvée plus tôt, et la sauva à nouveau d'une attaque de monstre. Mais alors, de manière choquante, elle se transforma en la créature même qu'elle fuyait. Au moment où le monstre bondit sur Hal, Rory intervint et l'abattit sans hésitation. Elle lui dit que la chose continuait de revivre chaque fois qu'elle la tuait. Avant qu'Hal ne puisse comprendre ce qui se passait, l'homme louche se révéla enfin. Rory le reconnut, c'était le soi-disant marchand qui avait mentionné les premières apparitions de démons. Il loua sarcastiquement ses exploits de tueuse de monstres, mais la traita d'idiote pour être tombé dans son piège. Puis, il se présenta comme Loki, un démon déguisé. Furieuse, Rory exigea de savoir pourquoi Hal avait été entraîné dans cette affaire. Loki dit qu'Hal était en fait la cible principale, le gars qui avait anéanti Roméo et même Ouroboros. Cela le rendait bien trop important pour être ignoré. Rory fut stupéfaite mais chargea quand même Loki. Il contre-attaqua facilement et la repoussa. Hal la soigna rapidement avec de la magie et Rory s'excusa disant qu'elle était plus inutile que vous tous réunis. Hal lui dit qu'il ne la voyait pas ainsi. Puis il tenta de combattre Loki lui-même, mais Loki esquiva tout avec aisance et envoya Hal s'écraser au sol d'un seul coup de poing puissant. Heureusement, Hal ne tomba pas, il resta debout, mais au lieu de cela, il remonta en force et porta un coup net à Loki. Mais le démon répondit par une contre-attaque brutale qui aurait pu achever n'importe qui sans une solide couche d'armure scénaristique, c'est certain. C'est alors que Loki réalisa qu'Hal n'était pas juste un simple gars de la ferme. Reconnaissant la menace, Loki dit à Hal qu'il prévoyait de le tuer. Hal demanda pourquoi. Et Loki expliqua que sa mission était d'éliminer quiconque pourrait gâcher son plan plus vaste. Il dit qu'il avait aussi ciblé Rory parce que, tout comme le roi démon était alimenté par le dieu maléfique, le héros choisi avait la bénédiction du bon dieu. Rory l'avait, mais elle ne s'était pas encore éveillée, ce qui était crucial. Après son discours, Loki invoqua ses créatures et les envoya droit sur Rory. Hal plongea pour la protéger. Une fois qu'elle se ressaisit, elle rejoignit le combat et dit à Hal de s'échapper. Mais Hal refusa et fit équipe avec elle pour repousser les monstres, même s'ils revenaient sans cesse. Comme mes ex reviennent vers moi, Loki lança une magie d'explosion spectaculaire qui laissa un cratère derrière elle. Alors qu'Hal et Rory luttaient pour se relever, une bête projeta Rory sur le côté et rejoignit une autre pour attaquer Hal. Tandis qu'il s'accrochait à lui comme des sangsues, Loki se tourna pour achever Rory. Rory, pensant que c'était la fin, s'excusa mentalement auprès de ses parents pour avoir échoué. Mais soudain, les monstres moururent, empoisonnés par l'engrais attaché au dos d'Hal. Ils servaient aussi de pesticides, et ils ne purent le supporter. Ce fut leur perte. Loki admit qu'Hal l'avait déjoué mais se moqua de ses blessures. Hal se précipita quand même sur lui, disant qu'il protégerait Rory et le vaincrait. Loki esquiva, le traitant d'impatient. Mais Hal resta ferme, inébranlable. En entendant les mots d'Hal, Rory cessa de douter d'elle-même. Elle réalisa qu'elle avait laissé les autres la définir et croyait qu'elle n'était pas destinée à être une héroïne. Sa confiance pleinement ravivée, Rory courut vers Loki et lui enfonça sa lame, avec force. Il tressaillit à peine, qualifiant cela d'égratignure. Mais Rory le prévint que la prochaine fois, elle ne raterait pas sa cible. Elle commença à se charger en énergie, et avant que Loki ne puisse réagir, elle lui porta un coup puissant qui le fit vaciller. Une fois Loki disparu, Rory se précipita vers Hal, qui était à peine conscient. Le combat l'avait épuisé, et il s'évanouit dans ses bras. Quand il reprit connaissance, il réalisa que sa tête reposait sur ses genoux, et tenta de se redresser trop vite, heurtant accidentellement sa tête contre la sienne. Il s'excusa, et ils en rirent tous les deux avant de retourner vers la ville. Alors qu'ils marchaient à travers les bois, un son étrange résonna à proximité. Rory supposa que c'était un monstre ou un fantôme, mais l'expression d'Hal changea, il reconnut la voix, avec effroi. C'était sa mère. En mode panique totale, il prit Rory dans ses bras et courut comme si sa vie en dépendait. Il ne s'arrêta qu'une fois qu'ils furent assez loin. Il la déposa, et elle rit, le taquinant sur sa peur des fantômes, ce qui était amusant. Hal ne répondit pas, car pour lui, sa mère était bien pire. Quand ils atteignirent l'hôtel mentionné par Rory, il s'avéra que c'était un faux, une autre illusion que Loki avait concoctée. Plus tard, Hal rentra chez lui, espérant silencieusement que sa mère le cherchait encore dehors. Malheureusement, alors qu'il entrait, Lucia apparut de nulle part. Surpris, Hal fila devant Gilly sans dire un mot. Laissé seul, Gilly finit par faire face à la rage de Lucia et fut puni en conséquence, laissé pendu dehors comme du linge, une situation peu enviable. Le lendemain matin, Hal tenta de s'éclipser tôt,
mais Lucia s'accrocha à sa jambe, sanglotant et le suppliant de rester. Giles lui dit de le laisser partir, mais elle lui claqua la porte au nez. Elle avertit doucement que si elle ne s'accrochait pas si fort, il pourrait commencer à lui en vouloir. Cela la fit hésiter. Elle s'excusa d'être envahissante. Avant de le laisser partir, elle demanda si l'agriculture était quelque chose qu'il avait vraiment choisi ou s'il se sentait piégé par cela. Il écarta la question et lui dit de ne pas s'inquiéter. Lucia accepta cela et l'encouragea à suivre sa propre voie. Elle la remercia, dit au revoir à ses deux parents et partit réapprovisionner son engrais. Il retrouva Rury et alors qu'ils commençaient leur voyage de retour, Al lui dit que si jamais elle avait des problèmes, il serait là pour elle. Rury rougit intensément à ces mots. De retour à la capitale, Fowl était sur son balcon quand sa femme de chambre s'approcha pour dire que le roi la demandait. Quelques jours après être revenu à la capitale, Al emmena Rury à la guilde des aventuriers afin qu'elle puisse s'inscrire. Peu de temps après, il surprit un jeune garçon en train de rôder autour de sa ferme, juste au moment où Hélène et Rury arrivaient pour aider. Plutôt que de gronder le garçon pour avoir volé, Al s'énerva parce que le gamin avait cueilli ses aubergines trop tôt, ce qui était un problème. Les filles n'étaient pas choquées, c'était un comportement typique d'Al. Le garçon s'excusa, et quand son estomac gargouilla, Al lui tendit un chou fraîchement récolté. Après une seule bouchée, le visage du gamin s'illumina, et il affirma que c'était la chose la plus savoureuse qu'il ait jamais mangée avant de s'enfuir. Reconnaissante, Hélène expliqua que les lignes d'approvisionnement avaient été perturbées par les raids de monstres, faisant grimper en flèche les coûts alimentaires. À ce moment-là, des sonnettes d'alarme retentirent, une autre attaque avait commencé. Al et les filles se précipitèrent dans la capitale pour aider. Ils unirent leurs forces avec les chevaliers et d'autres aventuriers, affrontant un flot de bêtes. Mais peu importe combien tombaient, d'autres venaient les remplacer. Juste au moment où le moral commençait à s'effondrer, un groupe de chevaliers d'un royaume voisin arriva soudainement, de manière inattendue. Leur chef dégaina la lame sacrée et ordonna aux monstres de battre en retraite. De manière choquante, ils obéirent et disparurent dans la forêt. Ce soir-là, pendant qu'Al nettoyait ses outils, Fowl apparut chez lui de manière inattendue, ce qui le surprit. Elle lui dit qu'elle était venue pour s'amuser cette nuit. Pardon, elle était venue lui dire au revoir. Elle quittait Magus définitivement. Avant qu'Al ne puisse demander pourquoi, sa femme de chambre Albi arriva. Annonçant qu'il était temps de partir, Fowl se leva, fit ses adieux à Al et se dirigea vers la calèche. Al la suivit, exigeant des réponses. Mais elle resta silencieuse tandis que la calèche s'éloignait, le laissant perplexe et confus. Quelques jours plus tard, la mère du garçon vint avec son fils pour s'excuser à nouveau, avec sincérité. Elle mentionna également qu'elle était couturière et aiderait volontiers si Al avait un jour besoin de vêtements sur mesure. Le gamin tenta de la mettre en valeur, mais elle redirigea humblement la conversation et demanda à acheter des légumes. Avec un sourire. Après leur visite, ils partirent. Juste au moment où Al se remettait de l'interaction, Riggs apparut silencieusement à côté de lui, tel l'Undertaker, avec une lettre de sa mère. Surpris, Al le remercia, avec une certaine confusion. Pendant qu'il parlait, le sujet se tourna vers la récente bataille. Al fit remarquer à quel point le royaume d'Antesburg avait été généreux en les sauvant. Riex émit un grognement vague et dit que les choses n'étaient pas si simples. En réalité, Al haussa un sourcil et demanda ce qu'il voulait dire. Mais Riex esquiva et lui tendit un journal. L'âme d'Al quitta son corps après avoir lu le titre. De retour à la guilde, Rury et Hélène discutaient quand l'estomac de Rury la trahit avec un grand gargouillement. Hélène gloussa et lui tendit des sandwichs, tandis que Rury les dévorait comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Hélène ouvrit nonchalamment le journal et lui montra le titre. Apparemment, Fowl allait se marier avec le prince d'Antisburg, une nouvelle surprenante. Les deux filles haussèrent immédiatement les sourcils, devinant qu'il s'agissait d'un coup politique plutôt que d'une histoire romantique. Rury s'interrogea même sur l'étrangeté que les monstres aient écouté le prince en premier lieu, puisque tout le monde sait que les monstres ont le QI d'un pain moisi et ne parlent pas humain. Juste à ce moment-là, Al entra et leur tendit une lettre de sa mère. Avant même qu'elle ne puisse dépasser le premier paragraphe, il paniqua. L'introduction n'était rien d'autre que Lucia déversant une affection embarrassante pour son doux petit garçon, et Al voulait creuser un trou et disparaître. Il arracha la lettre et déchira la partie embarrassante, puis leur tendit la section qu'il voulait réellement qu'elle lise. Il s'avéra que Lucia avait elle-même enquêté sur les attaques de monstres. Selon elle, toute cette histoire d'épée sacrée était une arnaque totale. L'arme n'avait aucun pouvoir réel. Elle affirma que l'épée était plus fausse qu'un sac à main contrefait, et dit que ces informations étaient solides à 100%, sans aucun doute. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, elle était la commandante des marionnettes de l'ombre. Hélène et Rury se figèrent toutes les deux sous le choc. Pendant ce temps, Al restait là, le visage totalement vide, n'ayant aucune idée de ce qui était si important. Les filles durent lui expliquer. Les marionnettes de l'ombre n'étaient pas un simple théâtre de marionnettes, c'était l'escouade de renseignement top secrète du royaume. Le genre d'unité d'élite qui faisait passer même les légendaires opérations de Call of Duty pour vous, ce qui signifie inutile, et d'une manière ou d'une autre, sa mère collante dirigeait tout cela, ce qui signifie qu'elle est la chef. En lisant le reste de la lettre, le groupe découvrit que les attaques de monstres étaient orchestrées par un démon dont l'amante était retenue en otage par le prince d'Antesburg. Cette révélation montra clairement que le prince avait orchestré toute la crise pour manipuler Fowl et la forcer au mariage.
Déterminés à révéler la vérité, ils acceptèrent de le démasquer. Ruri nota que s'introduire à Antesburg serait difficile en raison de leur contrôle d'immigration strict. Hal répondit qu'il avait une solution, et, à ce moment-là, Riex, qui attendait tranquillement, s'avança, prêt à agir. Pendant ce temps, à Antesburg, le prince Netlas rencontra des émissaires d'autres royaumes, exploitant leurs appels à l'aide à son avantage. Après leur départ, Gazel, le démon forcé d'invoquer les monstres, refusa de continuer, avec une certaine résistance. Netellus le frappa, lui rappelant que la sécurité de son amante dépendait de son obéissance. À ce moment-là, Fowl entra dans la pièce. Gazel se cacha rapidement sous sa capuche tandis qu'elle réprimandait Netellus pour avoir frappé quelqu'un, avec colère. Le prince se défendit, affirmant que la discipline était nécessaire. De retour à Magus, pendant qu'Hal récupérait les vêtements qu'il avait commandés au tailleur, Rix informa les filles qu'un ami avait arrangé un passage sûr pour elles à Antesburg, ce qui était une bonne nouvelle. Quand Hal revint, Riex leur tendit une calèche et leur dit de se faire passer pour des livreurs apportant des articles de mariage. Curieux, le groupe demanda ce que Riex ferait ensuite. Il expliqua qu'il localiserait les monstres pour aider à exposer, révélant nonchalamment qu'il était en fait l'un des démons vivant paisiblement parmi les humains. Le jour suivant, Hal et les filles arrivèrent à Antesburg. Alors qu'ils sortaient, Hal était confiant, mais les filles étaient sceptiques, pensant que leur déguisement attirerait trop l'attention, ce qui était une préoccupation légitime. Hal soutint que les fermiers ne soulevaient aucun soupçon et révisa le plan. Sauver l'amante de Gazel, l'amener à l'église, réunir le couple, et faire en sorte que Gazel expose la fausse épée sacrée. Alors qu'ils sortaient de l'allée, un chevalier les arrêta pour leur demander qui ils étaient, avec une certaine méfiance. Nerveuses, les filles paniquèrent, mais Hal répondit calmement qu'ils étaient des fermiers livrant des légumes. Le chevalier n'y crut pas et appela des renforts. Bientôt, il fuyait une escouade de garde, avec une grande rapidité. Les filles blâmèrent Hal, mais s'en tinrent à la mission. Incapables de s'échapper, elles lancèrent Hal à travers un mur du château. Par chance, Hal atterrit dans la pièce où l'amante de Gazel était détenue. Il lui dit qu'il était là pour la sauver, mais remarqua une chaîne à sa jambe. Juste à ce moment-là, des gardes entrèrent, et Hal utilisa ses compétences agricoles, à travers des légumes, pour les neutraliser. Sans perdre de temps, il porta la jeune fille et s'échappa. Il retrouva bientôt Hélène et Ruri, sains et saufs, et ensemble, ils coururent vers l'église. Tandis que la nuit tombait, les jeunes filles restèrent en arrière pour les retenir, pendant qu'Hal avançait. À l'église, la cérémonie de mariage avait déjà commencé. Le roi conduisit Fowl jusqu'à l'hôtel où elle rencontra le prince Netherus. Bien qu'incertaine, Fal accepta tout de même de l'épouser lorsque le prêtre les invita à rompre le sceau. « Pardon, je voulais dire à sceller leur union d'un baiser. » Netherus se pencha. Fal souhaita silencieusement qu'il recule. Soudain, les portes de l'église volèrent en éclats, frappant Netherus et le projetant au sol. Tout le monde haleta, sous le choc. Hal entra, et l'expression inquiète de Fowl se transforma en un soulagement évident. Netherus se releva et accusa Hal d'avoir tenté d'enlever la princesse. Il ordonna aux gardes de l'arrêter, mais Hal déclara calmement que l'épée sacrée était un faux. La pièce fut envahie de murmures. Netherus se sentit démasqué, mais tenta de garder son calme, affirmant qu'Hal sabotait le mariage. Le roi défendit l'authenticité de l'épée, disant qu'il avait été témoin de son pouvoir. Netherus le confirma et demanda d'un air suffisant à Hal s'il avait des preuves. Alors qu'Hal commençait à répondre, un chevalier fit irruption, avertissant que des monstres envahissaient la ville. Au-dessus du chaos, Rick s'éleva dans le ciel, soufflant dans une flûte magique qui invoquait les créatures. La panique se répandit parmi les invités, qui exigeaient maintenant que Netherys utilise l'épée pour repousser les monstres. Tentant de garder le contrôle, Netherys appela Gazel pour qu'il apporte l'épée. Mais au lieu d'obéir, le démon apparut, réuni avec son amante. Alors, Rix entra, tenant l'épée sacrée. Netherus hésita à la toucher. Les invités paniquèrent alors que des monstres pénétraient dans l'église. Hal saisit la lame et la lança sur la première créature. L'épée se brisa instantanément à l'impact. C'était toute la preuve dont ils avaient besoin. Le roi demanda comment Nadiras avait pu utiliser une fausse épée pour repousser les monstres. Gazel s'avança, admettant que tout était mis en scène. Il démontra en soufflant dans sa flûte et les monstres reculèrent sur commande. Il expliqua que chaque fois que Netherus levait l'épée, c'était son signal pour activer la flûte. Lorsqu'on lui demanda de s'expliquer, Netherus éclata d'un rire maniaque et révéla qu'il avait envoyé un essaim de monstres à Magus la veille. Gazel demanda comment, sans son aide. Netherus répondit qu'il avait dispersé des cadavres de monstres dans la ville pour les attirer. Alors qu'il se vantait de la chute de Magus, Ruri et Hélène apparurent et assurèrent à tous que la capitale était en sécurité. Elles expliquèrent qu'une fois l'attaque terminée, les citoyens leur avaient demandé de leur apprendre à se défendre. Le roi fut fier d'entendre cela. Hal dit alors à Fal qu'elle n'avait pas besoin de sacrifier son avenir pour le bien du royaume. À ce moment-là, les chevaliers d'Antesburg arrivèrent et, à la grande surprise de Netherus, déposèrent leurs armes et l'arrêtèrent. Hélène et Ruri expliquèrent que, pendant qu'elles étaient poursuivies, elles avaient révélé la vérité aux chevaliers, qui avaient choisi de se ranger de leur côté. Refusant toujours de perdre, Netherus se jeta sur le roi avec un couteau, mais Hal l'arrêta en utilisant un radis et lui asséna un coup de poing qui l'assomma. Après qu'il fut emmené, Fowl courut vers Hal et l'étreignit, lui confessant ses sentiments. Ruri s'opposa à leur relation.
tandis qu'Hélène resta silencieuse. Le roi leur donna sa bénédiction avant de quitter l'église. Avant qu'ils ne puissent sortir, Riex s'approcha et lui tendit une lettre, interceptée de Nédérus, révélant que le prince n'était pas le véritable cerveau derrière tout cela. Quelques jours plus tard, Fowl retourna à la guilde avec un coffre de bijoux pour remercier tout le monde d'avoir protégé la ville. Pendant que les aventuriers célébraient, elle partit, pour ne revenir que plus tard sous son identité alternative. Cela mena à un regard tendu et silencieux entre elle et Rory à propos d'Al. Un matin, alors qu'Al récoltait ses cultures, les deux filles apparurent, le pressant de questions sur ses sentiments. Al les ignora jusqu'à ce que Rory lui demande s'il y avait quelqu'un d'autre pour qui il avait de l'affection. De manière surprenante, il répondit oui, mais refusa de nommer la personne et s'en alla avec sa récolte. Cette nuit-là, Al plaça des légumes devant une photo encadrée et dit à la jeune fille qu'il avait beaucoup cueilli ce jour-là. Des années auparavant, quand Al était un garçon, il aidait son père, Giles, à récolter une énorme quantité de pommes de terre. Giles le félicita, mais Lucia apparut soudainement et réprimanda son mari pour avoir surmené leur enfant. Plus tard, Al apporta des pommes de terre à un couple âgé. Pendant qu'il était là, il vit deux hommes traîner une jeune fille de son âge. Le couple lui dit qu'elle était une voleuse sans famille et qu'elle serait vendue à un marchand d'esclaves. Alors que la jeune fille se libérait et s'enfuyait, elle s'empara du panier de pommes de terre d'Al. Il la retrouva plus tard en train de manger près de la montagne. Elle courut d'abord, mais Al lui dit calmement qu'il voulait seulement lui apporter de la nourriture. Elle ne répondit pas, alors il laissa un bol à proximité et s'en alla. Le lendemain, il apporta plus de nourriture. N'obtenant aucune réponse à nouveau, il le déposa et partit. Le troisième jour, elle sortit et lui permit de s'asseoir près d'elle pendant qu'elle mangeait. Al lui dit fièrement qu'il avait cultivé les tomates du sandwich. Impressionnée, elle l'écouta raconter comment son père pensait que la joie d'un fermier venait de voir les gens sourire en mangeant leurs produits. Quand il lui demanda son nom, elle répondit « Ilvia ». Il se présenta, puis son estomac gargouilla et elle lui offrit son sandwich. Avant qu'il ne puisse accepter, les mêmes hommes apparurent et la saisirent. Al demanda pourquoi ils la poursuivaient encore, et ils affirmèrent qu'elle devait payer pour leurs pertes antérieures. Al tomba à genoux, les suppliant de la laisser partir, promettant de rembourser la dette par du travail agricole. Ils refusèrent. Juste à ce moment-là, Giles apparut, portant un sac de riz. Après avoir entendu ce qui s'était passé, il leur donna le riz en échange de la liberté d'Ilvia. Une fois qu'ils furent partis, Al demanda s'il était sûr. Jill répondit oui, mais admit que Lucia pourrait le tuer pour cela. Ilvia rendit le panier de pommes de terre volé, et Giles fit remarquer qu'il pourrait utiliser des mains supplémentaires pour cuisiner. Il fallut un instant à Al pour comprendre ce qu'il voulait dire. Puis il demanda à Ilvia si elle aimerait aider à cuisiner chez eux tous les jours. Réalisant qu'il l'invitait à vivre avec eux, elle accepta joyeusement. 2 ans passèrent. Ilvia était devenue membre de la famille et quittait rarement le côté d'Al. Un après-midi, elle lui dit de faire une pause dans l'agriculture. Al la repoussa. Leur père lui dit de laisser tomber, mais Ilvia protesta. Al, agacé, lui dit de jouer avec d'autres enfants au lieu de le suivre partout. Elle refusa. Soudain, Testa arriva en courant vers eux, poursuivi par un essaim d'abeilles. Lucia apparut de nulle part et abattit les abeilles avec des frappes rapides. Elle leur dit ensuite qu'elle et Jill se rendaient en ville pour chercher de nouvelles maisons. Al objecta, disant que leur maison actuelle était très bien. Lucia expliqua qu'en tant que famille de 4, ils avaient besoin de plus d'espace. Quand il continua de protester, Giles l'interrompit, leur disant de prendre soin de la maison et de la ferme en leur absence. Une fois leurs parents partis, Al demanda à Testa pourquoi les abeilles le poursuivaient. Testa sortit une carte, montrant un X là où il était allé chasser un trésor dans les bois. En explorant, il avait dérangé une ruche, il convainquit Al de l'aider à trouver le trésor. Quand Ilvia demanda à venir aussi, ils dirent tous les deux non. Alors qu'ils marchaient à travers la forêt, Al demanda pourquoi Ilvia le suivait toujours au lieu de jouer avec les autres. Tessa expliqua que les autres enfants ne l'aimaient pas et la traitaient mal quand elle essayait de se joindre à eux. Al fut surpris et attristé. Testa ajouta que c'était aussi la raison pour laquelle leurs parents cherchaient une nouvelle maison, afin qu'Ilvia puisse prendre un nouveau départ là où les gens seraient plus acceptants. Se sentant coupable, Al suggéra de faire demi-tour. Mais Testa le supplia de rester un peu plus longtemps dehors. Al finit par céder et continua la recherche aux côtés de son ami. Finalement, ils atteignirent l'endroit marqué sur la carte. Alors qu'ils fouillaient la zone, le sol céda sous leurs pieds, et ils tombèrent dans une caverne cachée. À l'intérieur se tenait un bâtiment décrépit, clairement intouché depuis des années. Testa remarqua une vieille tablette gravée de symboles inconnus. Quand Al posa sa main dessus, la tablette se mit à briller. En un instant, Al se retrouva face à face avec ce qui ressemblait à un dragon. Il se jeta sur lui, puis tout devint noir. Al se réveilla à l'intérieur d'une tente avec Ilvia à ses côtés, visiblement soulagé. Quelques instants plus tard, Ta entra. Toujours confus, Al demanda ce qui s'était passé. Testa le conduisit dehors et lui montra la dévastation. Un volcan avait éclaté, plongeant la zone dans le chaos. Un villageois cria alors que le pont vers la capitale avait été détruit, ce qui signifiait qu'il devrait attendre les secours. Peu après, Testa partit retrouver ses parents nouvellement retrouvés, tandis qu'Ilvia aida Al à retourner à la tente.
En chemin, ils entendirent le chef du village mentionner la pénurie de nourriture. Déterminé, Al dit qu'il irait vérifier leurs champs. Mais quand il arriva, les terres agricoles avaient été complètement ruinées. Submergé par la frustration, Al s'effondra de douleur. Ilvia paniqua, mais Al l'assura qu'il allait bien. Cette nuit-là, pendant que le village dormait, Ilvia se glissa dans la tente du chef, ayant l'intention de voler de la nourriture, mais changea d'avis, se souvenant comment Al avait jadis supplié pour sa liberté. Le lendemain matin, elle plaça discrètement son repas à côté d'Al, affirmant qu'il provenait des efforts de secours. Au cours des jours suivants, elle continua à lui donner secrètement ses rations. Finalement, le fardeau devint trop lourd et Ilvia s'effondra. Testa la trouva et se précipita pour informer Al. Mais il était déjà trop tard. Ilvia était morte de faim. Dévasté, Al demanda comment cela était possible alors que la capitale avait envoyé des provisions. Testa expliqua qu'aucune aide de ce genre n'était arrivée. C'est alors qu'Al réalisa qu'elle avait tout sacrifié pour lui. Accablé de chagrin, il serra son corps dans ses bras, pleurant. Plus tard, Al se tint silencieusement devant sa tombe, se blâmant pour sa mort. Dans le présent, il pensa à comment, si Ilvia était encore en vie, il se serait assuré qu'elle n'ait plus jamais faim. Mais plutôt que de s'attarder sur le passé, il choisit de se concentrer sur la vie qui s'offrait à lui. Des semaines plus tard, après avoir terminé une requête d'extermination de monstres, Al rentrait chez lui lorsqu'il découvrit une jeune fille inconsciente gisant au bord de la route. Préoccupé par son bien-être, il décida de la ramener chez lui. Le lendemain matin, elle se tint devant lui, demandant pourquoi elle était là. Al expliqua qu'il l'avait trouvée effondrée et l'avait mise en sécurité. Elle demanda ensuite s'il était l'un de ces pervers qui s'attaquaient aux femmes vulnérables. Al, imperturbable, clarifia que s'il avait de telles intentions, il n'attendrait pas qu'elle soit inconsciente. Il ajouta qu'il n'était intéressé par rien d'inapproprié. Il demanda où elle se dirigeait avant de s'effondrer. Elle répondit qu'elle avait l'intention de se rendre à la guilde pour y déposer une requête. Quand elle tenta de partir, Al lui proposa de l'y emmener après leur petit déjeuner, mentionnant qu'il avait aussi des courses à y faire. Avant de partir, il se présenta. Elle répondit en donnant son nom, Ligna. Peu de temps après, Rory rendit visite à Al chez lui. Voyant Ligna là, elle tira immédiatement des conclusions hâtives, supposant qu'ils avaient passé la nuit ensemble. Ligna tenta de demander qui elle était, mais Rory hurla qu'Al était indécent et sortit en trombe. Plus tard à la guilde, Al expliqua le malentendu à Helen, qui promit de parler à Rory. Il mentionna également que Linnea était là pour faire une requête. Alors Helen les conduisit dans une pièce privée. Une fois assise, Helen demanda à Linnea de partager les détails de sa requête. Linnea expliqua qu'elle voulait que quelqu'un enquête sur des événements bizarres dans sa ville natale. Malheureusement, elle n'avait aucune preuve pour étayer ses affirmations, ce qui rendait la requête difficile à accepter. Al, étant de bon cœur, offrit immédiatement son aide. Reconnaissante, Helen demanda le nom de sa ville natale. Quand Linnea dit que c'était Gold Town, Al fut excité, il avait toujours rêvé de visiter la ville réputée pour ses asperges prisées. Avant leur départ, Al procura à Linnea un changement de vêtements, la poussant à l'accuser d'être un débauché. Il la rassura en disant qu'il n'avait aucune intention au-delà de l'aide. Toujours sceptique, elle accepta de lui faire confiance pour l'instant. Ils se rendirent à Gold Town en calèche. À mi-chemin, une orque femelle commença à les poursuivre, faisant paniquer Al. D'autres orques se joignirent à la poursuite, augmentant sa peur jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il se réveilla plus tard, la tête sur les genoux de Linnea. Embarrassé, il se leva d'un bond et s'excusa, remarquant qu'elle lui avait donné un pendentif comme le sien. Elle expliqua qu'il avait des effets calmants et protecteurs et insista pour qu'il le garde. En arrivant à Gold Town, des gardes les arrêtèrent à la porte. Linnea se porta garante d'Al et ils furent autorisés à entrer, mais Al trouva étrange que les gardes portent des balais au lieu d'armes. En explorant, il aperçut un vendeur d'asperges en brochette et se précipita pour en acheter une. Pendant qu'il attendait, il interrogea le vendeur sur les bizarreries de la ville. Mais l'homme affirma que tout était normal. Cependant, la brochette qu'il tendit à Al était brûlée noire, et le vendeur avait l'air étrangement absent. Linnea fit remarquer que le vendeur n'agissait pas normalement. Ils remarquèrent bientôt un autre homme renverser son chariot de légumes, mais continuer à marcher comme si de rien n'était. Al l'interpella pour qu'il ramasse ses marchandises. Mais l'homme, comme le vendeur, semblait absent. Avant qu'Al ne puisse réagir, 2 habitants le prirent pour un bagage et l'emportèrent. Linnea le retrouva plus tard près d'une fontaine et l'invita chez elle pour se reposer. Dans le magasin de sa famille, elle montra à Al d'autres pendentifs protecteurs et expliqua que les portées étaient la raison pour laquelle il n'avait pas été affecté par le comportement étrange de la ville. Al demanda à en prendre et Linnea accepta. Quand il s'enquit de ses parents, elle expliqua qu'elle ne les avait ni vus ni entendus depuis que la ville avait commencé à agir étrangement. Al promit d'aider à découvrir la vérité. Alors qu'ils exploraient la ville plus en profondeur, Al remarqua que les choses devenaient de plus en plus étranges. La seule personne qui semblait épargnée, outre lui-même et Linnea, était le seigneur local, Lemuru Horn. En entendant son nom, Al devint visiblement excité. Lemuru était quelqu'un qu'il admirait, et le rencontrer lui semblait un rêve. Quand Al demanda s'il pouvait lui parler de la situation de la ville, Lemuru l'invita à dîner dans son domaine.
Mais avant qu'ils ne puissent se rencontrer, Hal fut une fois de plus emporté par erreur par les mêmes personnes qui l'avaient pris pour un bagage plus tôt. Linia le retrouva plus tard près de la statue de la place du village. En discutant, elle demanda si le comportement de Lemuru n'avait pas semblé suspect. Hal convint que quelque chose clochait, mais dit qu'il devait enquêter correctement avant de tirer des conclusions hâtives. Ce soir-là, Hal et Linnea arrivèrent au domaine de Lemuru pour le dîner. Alors qu'ils s'asseyaient, ses gardes dégainèrent brusquement leurs épées sur Hal, imperturbable. Hal les repoussa et se dirigea pour affronter Lemuru, qui était en fait contrôlé par un démon, révélant ainsi son complot. Vita expliqua qu'après avoir pris le contrôle de Lemuru, il avait incrusté des cristaux imprégnés de magie à l'intérieur de la statue de la fontaine sur la place du village. Cela lui permettait de contrôler l'esprit de tous les habitants de la ville. Apprenant les victoires précédentes d'Hal contre Roméo et Ouroboros, Vita changea son plan, croyant que posséder Hal le rendrait invincible. Invincible. Alors que Vita tentait de prendre le contrôle de lui, Hal écrasa une petite pierre dans sa main. Immédiatement, la statue sur la place explosa. Vita, confus, exigea de savoir comment cela s'était produit. Hal révéla que briser la pierre signalait Hélène et Ruri, qui avaient piégé la statue avec des explosifs. Vita en douta, disant que Linnea avait surveillé Hal tout le temps. Hal lui rappela alors les 2 brefs moments où il avait été hors de sa vue. Hélène et Ruri l'avaient secrètement éloigné pour le prévenir, et plus tard élaboré un plan utilisant les cristaux. Furieux, Vita força Lemuru à mettre fin à ses jours. Mais Hal l'arrêta en jetant un morceau d'asperge dans la bouche de Lemuru. Le goût le ramena à la réalité, permettant à Hal de frapper Vida et de briser l'emprise du démon. Après cela, Linnea donna à Hal le pendentif en guise de souvenir et l'embrassa sur la joue en signe de gratitude. Hélène et Ruri virent toute la scène, et dès qu'Hal commença à s'éloigner, elles le poursuivirent, exigeant une explication. Quelques jours plus tard, alors qu'elles aidaient à la ferme, les filles entendirent Hal crier et se précipitèrent, seulement pour découvrir qu'il était angoissé par des mauvaises herbes. Embarrassé, il admit qu'il ne les avait pas remarquées plus tôt, laissant les filles incertaines de la manière de réagir. Plus tard, au marché, alors qu'il vendait des produits, le roi apparut déguisé. L'apercevant, Fowl se cacha rapidement pour éviter de se faire démasquer. Le roi acheta des légumes et demanda nonchalamment à Hal quand il comptait épouser sa fille. Hal chercha maladroitement un refus poli, mais le roi, toujours rusé, lui offrit plus de terre et de nouveaux outils s'il acceptait. Tenté, Hal y réfléchit, jusqu'à ce que Ruri intervienne et le ramène à la réalité. Frustré, Fowl lança une pomme de terre sur Ruri, la manqua et frappa Hal à la place. Il s'évanouit, et pendant son inconscience, une femme mystérieuse lui apparut. Mais il se réveilla avant d'apprendre quoi que ce soit de significatif et garda l'expérience pour lui. Une fois le roi parti, le reste de leurs marchandises fut vendu. Hal remercia les filles et dit qu'il utiliserait les gains pour acheter de l'herbicide. Son obsession soudaine d'éradiquer les mauvaises herbes inquiéta les filles, qui s'empressèrent de partir avant qu'il n'embrasse pleinement son air de méchant. En se promenant en ville, Hal tomba sur Riex, qui lui demanda sarcastiquement si quelqu'un avait gâché sa matinée en lui ruinant ses céréales. Hal, visiblement agité, se plaignit des mauvaises herbes envahissantes de sa ferme et détailla son plan pour les éliminer à l'aide d'un nouvel herbicide qu'il venait d'acquérir. Riex, bien que pris au dépourvu par l'intensité d'Hal, ne recula pas comme les filles l'avaient fait plus tôt. Juste à ce moment-là, ils aperçurent une jeune fille luttant pour se libérer d'un groupe d'hommes agressifs. Sans hésitation, Hal intervint, exigeant qu'il la lâche. Un voyou lui dit de déguerpir et se jeta sur lui avec un couteau, mais Hal l'assomma facilement. Puis il s'occupa rapidement du second. Le troisième, un lâche en surpoids, paniqua et s'enfuit. Alors qu'il fuyait, la capuche de la jeune fille glissa, révélant de petites cornes. Choquée, elle se dépêcha de remettre la capuche sur sa tête. Riex, imperturbable, demanda si son nom était Yulia. Surprise, elle demanda comment il savait, et il révéla que lui aussi était un démon. Il expliqua ensuite à Hal que Yulia n'était pas une fille ordinaire, elle était la fille de l'actuel roi démon. Curieux, Hal demanda pourquoi quelqu'un comme elle se trouvait dans une ville humaine. Yulia hésita, méfiante de sa nature humaine. Riex la rassura en lui disant qu'Hal était digne de confiance. Finalement, elle révéla que son serviteur personnel, Volpi, l'avait secrètement envoyée loin, affirmant qu'elle était en danger. Bien qu'elle ne comprenne toujours pas pleinement la menace, Hal, sans hésiter, se porta volontaire pour l'escorter jusqu'au royaume des démons et demanda à Riex de s'occuper des mauvaises herbes pendant son absence. Quand Riex demanda s'il avait besoin d'aide pour organiser le passage, Hal répondit non, il ne pouvait pas se permettre un voyage en bateau, alors il y courait simplement. Avant que Yulia ne puisse protester, Hal la prit dans ses bras et traversa la mer à une vitesse absurde. En atteignant le royaume des démons, Yulia exprima sa gratitude, disant qu'elle avait maintenant une chance de sauver son peuple. Mais avant qu'ils ne puissent avancer, Volp apparut soudainement et attaqua. Hal protégea Yulia et engagea Volp au combat. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Hal ne réalise que Volp agissait sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Il réussit à assommer Volp, mais le démon se rétablit rapidement et prépara une attaque massive. Soudain, Lucia apparut et l'abattit d'un seul coup. Hal, surpris, demanda comment elle l'avait trouvé.
Elle répondit que Riex lui avait tout raconté. Elle se présenta à Yulia qui se recroquevilla derrière Hal, effrayée. Il la rassura et demanda ensuite des détails sur le pouvoir terrifiant de Volpi. Yulia confirma que Volpi était le magicien le plus habile parmi les démons. Bien qu'il passât la plupart de son temps à la surveiller de manière obsessionnelle. Au château, ils découvrirent tous les gardes assommés. Yulia se précipita dans la salle du trône pour trouver son père effondré sur le sol. Elle vérifia qu'il était toujours en vie. Il aperçut ensuite un garde reprenant connaissance et demanda ce qui s'était passé. Alors que le démon commençait à parler, il remarqua Yulia à proximité et la prévint de fuir. Juste au moment où Lucia dégaina une épée, Hal s'interposa pour protéger Yulia. Lucia, déçue, l'accusa de trahison. Hal la confronta calmement, disant qu'il savait qu'elle n'était pas vraiment sa mère. L'absence d'une étreinte chaleureuse l'avait mis sur la piste. L'imposteur le félicita d'avoir compris, puis le stupéfia en déclarant qu'elle était Ilvia, ressuscitée par la puissance du grand dieu maléfique. Elle rassembla une énergie sombre et la projeta sur Yulia, mais Hal réussit à la protéger juste à temps. L'explosion d'énergie magique déchira la salle du trône telle une lame de pure destruction. Elle creusa un trou béant dans les murs, fendit le trône massif en deux, et continua sa course, anéantissant la chaîne de montagnes lointaines au-delà des remparts du château. Hal et Yulia restèrent figés, les yeux écarquillés, complètement incrédules, mais Ilvia, ignorant totalement leur réaction, regarda Hal avec un sourire fier et fit une révélation choquante. Il abritait en lui le pouvoir scellé du dieu maléfique. Hal, essayant toujours de comprendre ce qui venait de se passer, la regarda comme si elle parlait une autre langue. Ilvia, indifférente à sa confusion, expliqua plus en détail. Le jour où il avait maximisé toutes ses compétences agricoles, il avait, sans le savoir, reçu la compétence cachée du dieu maléfique, une capacité qui augmentait massivement sa puissance offensive. Hal, encore sous le choc, exigea de savoir ce que le dieu maléfique lui voulait, affirmant n'avoir jamais rencontré ce type. Mais Ilvia le corrigea calmement. « Oh, mais si », dit-elle d'un ton menaçant, son regard perçant. Elle lui offrit alors un choix. S'il acceptait de s'allier à elle et au dieu maléfique, elle lui révélerait la vérité sur tout, dans les moindres détails. Tandis qu'elle parlait, Ilvia encadra doucement le visage d'Hal de ses mains, son ton s'adoucissant alors qu'elle tentait de le subjuguer, littéralement. Ses yeux brillèrent faiblement, tandis qu'elle tentait de l'hypnotiser pour le soumettre à sa volonté. Mais avant qu'elle ne puisse réussir, Yulia brisa l'instant. Elle cria le nom d'Hal, essayant de le ramener à la raison. L'expression d'Ilvia s'assombrit lorsqu'elle entendit Yulia appeler Hal grand frère, et sa possessivité s'enflamma. Dans un éclair de jalousie, elle saisit Yulia à la gorge et lui grogna de ne pas s'immiscer dans leur lien. Hal tenta désespérément de les séparer, suppliant Ilvia d'arrêter, mais elle le frappa d'un sort d'immobilisation. À l'immobiliser, Ilvia se tourna froidement vers lui et lui lança un ultimatum. « Jure-lui fidélité, ou regarde Yulia mourir ». Même en luttant pour respirer, Yulia supplia Hal de ne pas céder. Ces mots ne firent qu'enrager Ilvia davantage, et elle s'apprêtait à achever Yulia sur le champ. Mais juste au moment où elle levait la main pour le coup fatal, le pendentif autour du cou d'Hal commença à briller intensément. L'instant d'après, tout autour de lui se figea, le temps lui-même s'arrêta. Il fallut un instant à Hal pour comprendre le phénomène, puis elle apparut, la femme mystérieuse qu'il avait vue au marché. Elle se présenta comme la bonne déesse, et expliqua que le dieu maléfique avait supprimé son influence, l'empêchant d'atteindre Hal pendant tout ce temps. Elle dit qu'il restait peu de temps, mais elle agirait vite, elle retirerait le pouvoir du dieu maléfique scellé en lui et le remplacerait par le sien. Alors qu'elle commençait le transfert, le dieu maléfique tenta d'interrompre. Mais la bonne déesse le repoussa facilement et acheva sa mission. Une fois cela fait, elle informa Hal qu'elle remonterait légèrement le temps, lui donnant une meilleure chance de sauver Yulia. Hal la remercia alors qu'elle s'estompait, et comme promis, le temps recula de quelques instants. De retour sur les lieux, Hal passa à l'action, canalisant le pouvoir de la bonne déesse. Il se déplaça pour arrêter Ilvia, mais ce qui se manifesta furent des mauvaises herbes. Pendant une fraction de seconde, cela ressembla à une blague, et Ilvia se moqua de lui pour avoir invoqué une magie si pathétique, mais alors les mauvaises herbes s'animèrent soudainement et l'enlacèrent, l'éloignant de Yulia et la clouant en plein air. Le pouvoir d'Hal, né de l'agriculture et de la divinité, avait pris forme physique. Ilvia se libéra rapidement cependant, et lança une autre attaque sur Yulia. Hal, réfléchissant vite, invoqua une barrière de lianes épaisses comme des arbres. Étonnamment, ce bouclier improvisé tint plus fort que n'importe quel sort qu'il avait jamais utilisé. Les lianes ripostèrent, s'enroulant à nouveau autour d'Ilvia et offrant un répit à Hal. À cet instant, Volpi arriva et lança une puissante explosion magique sur Ilvia, déterminée à protéger Yulia. Son sort atteignit sa cible, et un instant, il sembla qu'elle avait enfin été vaincue. Volpi se précipita pour vérifier l'état de Yulia, mais leur soulagement fut de courte durée. Ilvia émergea des décombres indemnes, furieuse, et projeta Volpi contre un mur de pierre pour avoir osé la frapper. Hal tenta de s'interposer, mais elle l'ignora et se dirigea pour achever Volpi.
Au moment où elle levait à nouveau la main, Hal lui cria d'arrêter. Elle s'immobilisa, le fixant, les yeux plissés. Réalisant qu'il ne plierait pas à sa volonté, Ilvia abandonna pour l'instant. Elle leur tourna le dos et avertit Hal qu'elle reviendrait le chercher au moment opportun, puis, sans un mot de plus, elle disparut. Une fois qu'elle fut partie, Volpi se releva en titubant et saisit immédiatement Hal par le col, exigeant de savoir quel était le lien d'Hal avec Ilvia. Yulia s'interposa, suppliant Volpi de ne pas faire de mal à Hal, lui rappelant qu'Hal venait de lui sauver la vie, mais Volpi ne semblait pas prêt à écouter. À ce moment-là, le roi démon prit la parole et ordonna à Volpi de relâcher l'homme qui venait de les sauver. À contre-cœur, Volpi recula. S'excusant au nom de Volpi, le roi démon se tourna ensuite vers Hal et l'interrogea sur son lien avec Yulia. Hal expliqua qu'elle était sa sœur cadette et partagea tout ce qu'il savait. Le roi admit qu'il n'avait pas beaucoup de connaissances sur le dieu maléfique, déclarant que c'était le précédent roi démon qui avait eu affaire à lui, mais promit d'enquêter davantage. Alors qu'Hal se tournait pour partir, Yulia demanda s'il se reverrait. Il la rassura en disant que oui, ce qui la poussa à lui faire un câlin. Bob perdit son sang-froid en voyant cela et les sépara immédiatement, accusant Hal de comportement inapproprié. Hal se défendit, affirmant n'avoir rien fait de mal, et rejeta la suspicion sur Bob, qui le nia. Plus tard, en rentrant chez lui, Hal réfléchit à sa rencontre avec Ilvia, se demandant si l'être draconique qu'il avait vu dans la grotte des années auparavant avait été le dieu maléfique. Cherchant des éclaircissements, il rendit visite à Testa et lui demanda s'il se souvenait de quoi que ce soit de ce jour-là. Testa admit n'avoir jamais vu la créature et n'avoir aucune idée de ce qu'Hal voulait dire à propos du dieu maléfique. Ensuite, les deux partagèrent des tomates, et avant qu'Hal ne parte, il invita Testa à visiter la ville un jour. Bien que Testa ait décliné, il sourit discrètement, heureux qu'Hal lui ait fait cette offre. Peu après, Hal rencontra une orque femelle. Cette fois, au lieu de fuir, il tenta de la frapper, mais l'attaque ne fonctionna pas. L'orque le poursuivit, et heureusement Jake et son équipe apparurent pour l'aider. Ils lui demandèrent pourquoi il n'avait pas pu vaincre la créature, et Hal admit n'en avoir aucune idée. Plus tard, à la guilde, Hal expliqua la situation à Helen et Rory, et ils trouvèrent cela étrange. Helen demanda à voir ses statistiques. Quand il obtempéra, elle remarqua que sa puissance avait considérablement diminué. C'est là qu'Hal comprit. Après que la bonne déesse eut retiré le pouvoir du dieu maléfique de son corps, ses statistiques étaient revenues à la normale. Les filles lui demandèrent s'il en connaissait la cause, mais Hal mentit, disant qu'il ne voulait pas les inquiéter. À ce moment-là, Rix entra avec une lettre de Lucia. Alors qu'Hal commençait à lire, les filles devinrent nerveuses car le ton semblait menaçant. Cependant, le reste de la lettre révéla que Lucia avait appris que quelque chose lui était arrivé et lui offrait son soutien, disant qu'elle était là s'il avait besoin de conseils. Elle l'encourageait à rentrer chez lui et terminait la lettre par une nouvelle déclaration d'amour. Hal, en ayant assez, arrêta de lire. Riex demanda s'il comptait répondre, mais Hal répondit catégoriquement non. Alors que Riex se tournait pour partir, il bouscula Fool en sortant. Après un bref échange de salutations, la princesse s'approcha d'Hal et lui demanda s'il aimerait passer du temps avec elle. Cela déclencha immédiatement Rory et Helen, qui étaient clairement agacés. Quand un Luke un peu éméché tenta de s'immiscer dans l'instant, les trois filles lui lancèrent des regards si intenses qu'il recula rapidement. En observant la scène se dérouler, Hal ne put s'empêcher de réfléchir à quel point sa vie était devenue étrange. Malgré le chaos et la confusion, il réalisa qu'il n'était pas seul. Entouré d'amis et de personnes qui se souciaient sincèrement de lui, Hal ressentit un sentiment de paix. Il décida de ne pas s'attarder sur l'incertitude de ce qui pourrait arriver la prochaine fois qu'Ilvia réapparaîtrait. Au lieu de cela, il se replongea dans ses tâches agricoles. Après tout, devenir le plus grand fermier restait son rêve ultime. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui les amis. Regardez la vidéo suivante et je vous retrouverai dans la prochaine.